Nous passons au chapitre 3, la falsification moderne de l'histoire. Quand Champollion le Jeune réussit à décrypter les hiéroglyphes, les égyptologues découvrent la grandeur et la perfection d'une civilisation égyptienne qui a engendré toutes les autres. L'impérialisme aidant, il devenait de plus en plus inadmissible de continuer à accepter la thèse jusqu'alors évidente d'une Égypte nègre. La naissance de l'égyptologie sera donc caractérisée par la nécessité de détruire à tout prix et dans tous les esprits le souvenir d'une Égypte nègre de la façon la plus complète. Les égyptologues s'efforceront vainement de trouver à la civilisation égyptienne une origine blanche. Voici quelques tentatives ou bien quelques efforts vains que les égyptologues ont essayé pour montrer que la civilisation égyptienne, celle qui a civilisé tout le monde entier, n'était pas bâtie par des nègres ou bien n'était pas bâtie par des noirs. On commence par Champollion le Jeune lui-même qui a découvert les hiéroglyphes. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons. Champollion le Jeune refute l'origine égyptienne à une couche de souche nègre pour la donner à une autre couche de souche nègre. La plus ancienne thèse de falsification est celle de Champollion le Jeune, exposée dans la troisième lettre adressée à son frère Champollion Figeac. Elle concerne les bas-reliefs du tombeau d'Osiris Ier, également visité par Rienzi. Ces bas-reliefs datent du XVIe siècle avant Jésus-Christ et représentent les races d'hommes connues des Égyptiens. Ce bas-relief constitue le plus ancien document ethnographique complet que nous connaissons. Donc, voici ce que dit Champollion le Jeune. Voici comment il décrit d'abord le bas-relief. Les hommes, guidés par le pasteur des peuples, Horus, appartiennent à 4 familles bien distinctes. Le premier, numéro 1 de la planche, le plus voisin du dieu, est de couleur rouge sombre. Les légendes désignent cette race sous le nom de Rod-en-Rom, la race des hommes, les hommes par excellence, c'est-à-dire les Égyptiens. Il ne peut y avoir aucune certitude sur la race de celui qui vient après, numéro 2 de notre planche. Il appartient à la race des nègres. Le suivant présente un aspect bien différent, numéro 3 de la planche, peau de couleur de chair tirant au jaune. Enfin, le dernier, numéro 6 de la planche, nous avons sauté les autres numéros, les numéros 4 et 5. Numéro 6 de la planche, a la teinte de peau que nous connaissons, que nous nommons couleur de chair, ou peau blanche de la nuance la plus délicate, le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et très élancée, vêtue de peau de bœuf conservant encore son poil, véritable sauvage tatoué sur diverses parties du corps, on les nomme tamou. Je me hâtais de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales et, en les retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j'ai observées me convainquirent pleinement qu'on a voulu figurer ici les habitants des 4 parties du monde. Selon l'ancien système égyptien, savoir, numéro 1, les habitants de l'Égypte qui, elles seules, formaient une partie du monde, d'après le très modeste usage des vieux peuples. 2. Les habitants propres de l'Afrique, les nègres. 3. Les asiatiques. 4. Enfin, et j'ai honte de le dire puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle image dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à la peau blanche habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ. Ça c'est écrit, on cite ici Champollion Figeac dans l'œuvre L'Égypte ancienne, collection L'Univers, publiée en 1839, page 30 à 31. Donc, voilà en quelque sorte comment les Égyptiens décrivent, comment les Égyptiens voyaient la race, voyaient le monde. Donc, eux les Égyptiens étaient la première race, la plus grande race, celle qui était la plus proche de Dieu.
En plus d'eux venaient les autres nègres, tous les autres nègres du monde et du sud de l'Afrique, et avant qu'en venaient les autres peuples, et les Européens malheureusement étaient les derniers de la série, étaient des sauvages, étaient encore à l'étape de sauvagerie quand les Égyptiens avaient bâti des civilisations et autres. Après ce constat, Champollion refuse l'origine égyptienne à une couche de souche nègre, les Coptes, l'origine des Égyptiens, c'est pas les Coptes, pour la donner aux Nubiens et aux Abyssins, oubliant qu'ils sont eux aussi des nègres. En fait, Éthiopiens et Coptes sont deux souches nègres métissées ultérieurement avec les éléments blancs. Ils n'ont pas encore perdu les caractères nègres de la race égyptienne primitive. D'ailleurs, les Nubiens sont les ancêtres de presque tous les Noirs au point où Nubiens et nègres sont synonymes. Les écrits de Champollion le Jeune montrent la hiérarchie entre les peuples à l'époque. Les Égyptiens étaient les plus civilisés, ensuite venaient les nègres de l'intérieur de l'Afrique, puis les Arabes et ou Juifs, les Asiatiques et Européens étaient les derniers et étaient encore dans un état de sauvagerie. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Nous passons à la deuxième tentative de falsification. Elle est faite par Champollion Figeac. En passant, Champollion Figeac est le grand frère de Champollion le Jeune. Champollion Figeac décrit la race nègre des anciens Égyptiens en affirmant qu'elle n'est pas nègre. La deuxième tentative de falsification est la thèse de Champollion Figeac, père de l'égyptologie. Il refute obstinément l'origine nègre de la civilisation égyptienne. Il conclut que la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser la race nègre. Pourtant, ce sont les caractéristiques principales de la race nègre. Se rendant compte de son incapacité à réfuter l'origine égyptienne de la race noire, Champollion Figeac divise la population d'Afrique en trois races. Les nègres proprement dits au centre et en Occident, les Cafres sur la côte orientale et les Maures, semblables par la taille, la physionomie et les cheveux aux Européens, donc à la race blanche. C'est à cette race semblable aux Européens que Figeac attribue la race des anciens Égyptiens. Le mot Cafre qu'il utilise ne signifie pas une race. Il vient du mot arabe qui veut dire païen, par opposition aux musulmans. Quant aux Maures, ce sont essentiellement les arabo-musulmans dont l'installation en Afrique est très récente, au 7e siècle. Ils sont réfractaires à l'art sculptural, alors que la civilisation égyptienne y accorde une grande place. Les Maures sont un rameau de ce qu'on a convenu d'appeler les Sémites. Après avoir affirmé que la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser la race nègre, Champollion Figeac se contredit 36 lignes plus bas en écrivant, je le cite, « Les cheveux crépus et l'anugineux sont les véritables caractères de la race nègre. » Suivant sa logique, les Égyptiens étaient donc des blancs à la peau noire et aux cheveux longs. On ignore l'existence de tels blancs. Il existe certes une race noire aux cheveux longs, la race dravidienne, dont on fait une race des nègres en Inde et qu'on veut blanchir en Afrique. Champollion Figeac continue la description de la race des anciens Égyptiens en rappelant que M. Caillot, qui a vu les Barabas, autant pour moi, les dépeint comme des hommes laborieux, sobres, d'un tempérament sec. Leurs cheveux sont à demi crépus, courts et bouclés, ou tressés comme les anciens Égyptiens et habituellement huilés. Une fois de plus, je vais finir la citation, une fois de plus, Champollion Figeac décrit la race des nègres en affirmant qu'elle n'est pas nègre. Pour les aïeux, pour la patrie, pêchons joyeux, quand le chapeau défie, l'âme se fortifie, pêchons joyeux.
On passe à la troisième tentative, à une autre tentative. Il y en a tellement, mais on va juste, ici, là, chaque tentative nous présente juste quelques. On va prendre Cherubini. Cherubini qui estime que la couleur des nègres sur le bas-relief du tombeau d'Osiris Ier est conventionnelle et les autres naturelles. Il écrit: on sait, en effet, que la première lueur de l'histoire éclaire à peine le commencement des empires les plus puissants de l'Asie, lorsque déjà une organisation mûre, complètement réglée, florissant depuis longtemps sur les bords du Nil, où les autres nations venaient successivement puiser des lumières, fruits d'une longue expérience, et d'accueillir des institutions et des leçons de sagesse consacrées par l'ascension du temps. Voilà ce que Cherubini écrit de l'Égypte pharaonique, qui était déjà assez grand, tandis que les autres peuples commençaient à peine, dandiner à peine au début de leur civilisation. Ils venaient donc en Égypte pour puiser les sources, les lumières, pour s'éclairer, pour s'abreuver, pour voir comment ils peuvent faire pour pouvoir construire leur civilisation. Une fois de plus, un moderne nous rappelle que les anciens savants et philosophes, depuis Hérodote jusqu'à Diodore le Sicile, reconnaissent qu'ils avaient puisé cette civilisation chez les nègres du bord du Nil, qu'il s'agisse des Éthiopiens ou des Égyptiens. Il ressort de ce texte que les anciens n'ont jamais disputé aux nègres le rôle de premier bâtisseur de la civilisation. Tous les anciens qui ont vécu à la période des anciens Égyptiens, personne ne les a contestés, donc la contestation vient plus tard. Mais après ce brillant travail, Cherubini tente de falsifier la race des bâtisseurs de la civilisation égyptienne. Il estime que la couleur du dieu Horus et des deux peuples les plus proches de lui, on a décrit, est une couleur conventionnelle. Pourtant, ces couleurs sont les couleurs caractéristiques des nègres. Parmi toutes les couleurs représentées, on ne comprend pas comment une seule serait conventionnelle et les autres naturelles. Les spécialistes, en fuyant l'évidence d'une Égypte nègre, tombent dans des invraisemblances et dans des contradictions sans issue. S'appuyant sur les bas-reliefs du temple d'Ibzamboul, en Nubie inférieure, où sont représentés les prisonniers capturés par Sésostris après une expédition vers le sud, Cherubini tente de montrer que les nègres appartiennent à deux races différentes afin de réfuter l'origine nègre de la civilisation égyptienne. Mais les traits de Cherubini, que Cherubini dit distinguer des deux couleurs brun foncé et brun rougeâtre, sont en fait les caractéristiques communes à la race nègre. Cherubini lui-même a affirmé que le teint des nègres est quelquefois nuancé de brun foncé. Se rendant compte de son incapacité à donner à la race blanche l'origine de l'Égypte, Cherubini se lance dans des propos injurieux de la race nègre sans aucune résonance scientifique. Joyeux pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux. Pour les aïeux, pour la patrie. Une autre personne qui tente de réfuter l'origine égyptienne à la race nègre, c'est Fontane. Pour lui, les anciens Égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré. Fontane nie l'origine égyptienne à la race nègre pour la donner aux Libyens. Cette thèse est fausse, puisque les Égyptiens ont toujours considéré les Libyens comme de véritables sauvages, rebelles à la civilisation, et avec eux, ils n'avaient garde de se confondre. Ils daignaient tout au plus en faire des mercenaires. Ils n'ont jamais cessé de les tenir en respect à l'extérieur de leurs frontières par des expéditions constantes. Ce n'est que vers la basse époque que l'Égypte sera progressivement imbibée de Libyens à moitié apprivoisés qui s'installeront dans la région du Delta. Fontane, en voulant réfuter l'origine nègre de la race égyptienne, l'a plus que quiconque confirmé. Désolé de sa tentative à falsifier l'origine nègre de la civilisation égyptienne, il affirme: les anciens Égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré. On ne sait pas s'il y a des nègres, il y a les degrés entre les nègres. Donc il y a les degrés maintenant des nègres. Bon, c'est à quoi ils tombent tous quand ils tentent de s'opposer à la vérité. On ne s'oppose pas à la vérité, malheureusement.
aussi la falsification en affirmant que les peuples bâtisseurs de la civilisation égyptienne sont venus de l'Europe occidentale pour apporter en Égypte les éléments de la civilisation. On se demande si ces peuples ont emprunté l'avion qui n'existait pas encore à cette époque au point de ne pas avoir laissé des traces sur leur chemin. Contrairement aux hypothèses selon lesquelles l'Afrique du Nord aurait de toute antiquité été peuplée par une race blanche, on peut invoquer les documents archéologiques et historiques qui prouvent unanimement que cette région fut toujours habitée par des nègres. À l'époque historique, les documents latins attestent la présence des nègres dans tout le nord de l'Afrique. Ces documents attestent encore la présence des nègres en Europe méridionale, d'où l'on veut faire partie la civilisation égyptienne. Les faits montrent plutôt une invasion de l'Eurasie par les nègres qui auraient conquis le monde. Du moulin de la Pierre écrit, c'est ainsi qu'une migration de négroïdes de type Odento aurait, partant de l'Afrique du Nord, l'Algérie, Tunisie, Égypte, et apporté par la force à l'Europe méditerranéenne une nouvelle civilisation, l'Aurignaciens. Maspero continue et estime que les Égyptiens paraissent avoir oublié de bonne heure leur origine, ce qui est absolument faux. Les Égyptiens expriment leur origine dans tout leur art, toute leur littérature, leurs manifestations culturelles, au point que leur pays même était appelé Kemet pour montrer leur couleur noire. Ancêtre des nègres d'après la Bible. Maspero poursuit. D'autre part, la Bible affirme que Mizraïm, fils de Tcham, frère de Couche l'Éthiopien et de Canaan, vint de Mésopotamie pour se fixer sur les bords du Nil avec ses enfants. Il néglige que Tcham, Mizraïm, Canaan, Couche sont des nègres d'après la même Bible qu'il cite. Ce qui veut dire une fois de plus que l'Égypte, symbolisée par Tcham et Mizraïm, l'Éthiopie symbolisée par Couche, la Palestine et la Phénicie d'avant les Juifs et les Syriens, Canaan, l'Arabie heureuse d'avant les Arabes, Pout, Habila, Saba, étaient occupés par des nègres ayant créé des civilisations millénaires en ces régions et qui étaient restés en relation de parenté. Maspero fait cette description des anciens Égyptiens. Nez court et charnu, bouche un peu trop fendue, lèvres épaisses, les yeux grands et bien ouverts, les joues arrondies, le front un peu bas, les épaules larges et pleines, la main fine, la hanche assez peu développée, la jambe sèche. Voilà les descriptions que Maspero donne à la race des anciens Égyptiens. Bien que tous ces éléments soient la confirmation de la race nègre, Maspero conclut qu'ils sont les caractéristiques de la race blanche de l'Europe et de l'Asie occidentale. Une fois de plus, Maspero montre l'impossibilité de prouver le contraire de la vérité. Furon, pour sa part, adopte le culte de la fécondité pour ne pas être coincé. Furon adopte l'idée d'un culte de la fécondité pour ne pas aboutir aux mêmes conclusions selon lesquelles les migrations se sont faites de l'Afrique vers l'Europe. Il écrit, je vais le citer, « Toutes ces statuettes ayant un air de famille, il faut bien admettre l'idée du culte de la fécondité, car il serait incroyable que la France, l'Italie, la Sibérie aient été peuplées par des gens de même race négroïde, dont toutes les femmes étaient stéatopiges. » Fin de citation. Admettre le culte de la fécondité, c'est en réalité rester dans l'hypothèse de l'invasion nègre attestée au surplus par des crânes aurignaciens. Les squelettes de Grimaldi. Le rôle civilisateur de l'Afrique dès la préhistoire est attesté de plus en plus par les témoignages des plus savants. Abbé Breuil écrit, je vais le citer, « D'autre part, il semble de plus en plus probable que, même au temps des centaines de fois millénaires de la pierre taillée ancienne,
l'Afrique non seulement a connu des stades de civilisation primitive comparables à ceux de l'Europe et de l'Asie mineure, mais peut être la source de plusieurs de ces civilisations dont les essaims ont gagné vers le nord ces pays classiques. Il va plus loin pour affirmer qu'il semble de plus en plus évident que c'est en Afrique que l'humanité a pris naissance. C'est à la 4e glaciation qui a duré 100 000 ans que la différenciation de la race négroïde en races distinctes se serait faite par suite d'une longue adaptation à la fraction qui était restée emprisonnée en Europe dans les glaces. Rétrécissement des narines, dépigmentation de la peau et des pupilles. Libre et prospère, toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons. Devant tous ces chambardements, toutes ces tentatives ratées, toutes ces tentatives vaines de prouver que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs, Amélino appelle les égyptologues à la bonne foi. Amélino, un grand égyptologue dont on ne parle pas souvent, fit des fouilles à el-Gab, près d'Abybos. Il découvrit une nécropole royale où il put identifier 16 noms de rois qui seraient antérieurs à Ménès. C'est à lui qu'on doit la découverte grâce à laquelle Osiris ne serait pas un héros mythique, mais un personnage historique, un premier ancêtre des pharaons, un ancêtre de la race nègre, ainsi que sa sœur Isis. Amélino, après avoir critiqué Maspero, appelle les égyptologues à la bonne foi. Il aboutit aux conclusions suivantes. On va citer Amélino. De diverses légendes égyptiennes, j'ai pu conclure que les populations établies dans la vallée du Nil étaient de la race nègre, puisque la déesse Isis est dite être née sous la forme d'une femme rouge et noire, avec la couleur café au lait que présentent certains individus de la race nègre dont la peau semble avoir des reflets métalliques de cuivre. Fin de citation. Voilà ce qu'Amélino dit. Les dits égyptiens étaient toujours peints à la couleur des nègres. Si les Égyptiens étaient des blancs, il serait paradoxal pour eux de peindre les êtres suprêmes en couleur de nègre. Selon Amélino, c'est la race nègre qui aurait créé de tout temps tous les éléments de la civilisation égyptienne qui demeurent sans changement notable jusqu'à la fin de celle-ci. Ce sont eux qui auraient, les premiers, pratiqué l'agriculture, irrigué la vallée du Nil, dressé des digues, inventé les sciences, les arts, l'écriture, le calendrier. Ce sont eux qui ont créé la cosmogonie consignée dans les livres des morts dont les textes ne laissent aucun doute sur le caractère nègre de la race qui en a conçu les idées. Également, les autres ont tenté de montrer que la civilisation égyptienne était originaire du delta.